Donc on reprend cette troisième épisode de la conférence sur les systèmes d'écriture. Donc on reste sur cette diapositive qui montre l'usage donc d'un même pictogramme, le siège, un logogramme, le siège prononcé 7 en égyptien, qui peut être complété avec une consonne T pour bien préciser la prononciation et complété également avec un déterminant non prononcé, en l'occurrence la maison, toujours pour le même rendu 7. Donc un seul signe, deux signes, trois signes. Donc un signe logogrammatique, un signe consonantique de complément, de précision et un signe déterminant de précision de sens non prononcé. Or, si on change donc ce déterminant, cette précision de sens non prononcé, on va utiliser le logogramme dans sa valeur biconsonantique, 7 uniquement, et pas dans sa valeur de sens. Et donc on va vocaliser différemment, simplement comme les voyelles ne sont pas marquées en égyptien, on doit les deviner, les distinguer, exactement comme dans le cas du canard. Donc on a toujours une consonne qui précise qu'il y a un T, en l'occurrence c'est une marque du féminin, et le symbole de l'œuf qui est le symbole associé donc à la déesse Isis. Et donc en l'absence évidemment d'un déterminant de Dieu, on sait avec l'œuf qu'il faut comprendre non pas siège, mais Isis, en dépit du fait que c'est la même prononciation biconsonantique. Là où ça se complique, c'est que le même symbole du siège a un synonyme en égyptien, et donc on utilise le même pictogramme du siège pour un autre mot égyptien, ce qui implique une autre prononciation, un autre biconsonne, la biconsonne wus. Et comme dans le cas des sumérogrammes, des syllabogrammes sumériens, on peut donc utiliser ces biconsonnes uniquement pour leur valeur phonétique. Et donc ça va être le cas ici pour transcrire le nom Osiris. On va utiliser cette biconsonne pour sa valeur phonétique, wus, et la valeur phonétique de l'œil, yer, donc wus, yer, Osiris. De la même manière, on a donc des systèmes d'acrostiche monoconsonantique, c'est-à-dire que le pictogramme de la bouche, qui est utilisé pour le logogramme de la bouche et pour le logogramme du verbe parler, ra, peut être utilisé uniquement pour la première valeur de la consonne. Il y a des valeurs à biconsonne, il y a des valeurs à triconsonne, et il y a des symboles, des pictogrammes qui sont utilisés pour la valeur de leur première consonne. Et en l'occurrence, c'est donc le ra, ce qui permet de construire un pseudo-alphabet qui n'existait pas dans le système égyptien, qui n'était pas utilisé uniquement pour cela, même si les monoconsonnes pouvaient être utilisées, mais qui pouvait être utilisé plus tard, au premier millénaire, pour transcrire les noms étrangers, uniquement donc sur des bases de consonnes alphabétiques. Et ça, c'est l'origine, effectivement, du système alphabétique que nous connaissons, par une voie dérivée que nous expliquerons. Et donc ces différents usages, logogrammatiques, phonétiques, monoconsonantiques, biconsonantiques, se retrouvent par exemple dans cet exemple qui est donc la langue égyptienne. Et donc on a le premier pictogramme de la bouche, avec un trait qui nous indique qu'il faut le prononcer, c'est ra. Donc c'est la prononciation du ra. Prononciation, donc ra, qu'on va utiliser dans son sens logogramme, le parler, et pas dans le sens du phonogramme r, monoconsonantique. Ensuite, par contre, c'est une monoconsonne, on va l'utiliser dans son sens purement phonétique de monoconsonne, n, qui veut dire deux en égyptien. Ensuite, on va utiliser donc un symbole qui veut dire écaille, le pictogramme de l'écaille, mais qui est lu pour sa valeur biconsonantique, kum. Kum qui va être complété par le symbole de la chouette qui va être lu pour sa valeur monoconsonantique de la première consonne du mot m, qui vient en complément de kem. C'est un pur complément, il n'y a pas de redoublement de kem, c'est simplement un complément de précision de la prononciation du premier logogramme prononcé pour sa valeur consonantique, biconsonantique. Ensuite, un autre, donc le petit t dont on commence à avoir l'habitude et qui marque le féminin, donc c'est le logogramme du pain, mais prononcé à nouveau pour sa première consonne. La consonne T pour sa valeur consonantique du système du pseudo-alphabet. Et puis un déterminant non prononcé qui détermine qu'on est dans le cas d'un pays, donc c'est Kemet, l'Égypte, et Ra'em Kemet, le parler de l'Égypte. L'usage du trait est important puisqu'il va permettre, comme par exemple dans le cas suivant, il va permettre donc de distinguer la prononciation ou non d'un même logogramme. Donc c'est le cas ici, où on va donc distinguer les deux dieux qui sont bien connus, Aton et Amon-Ra. Donc à gauche, Aton,
qui utilise donc 3 monoconsonnes, 3 symboles utilisés pour leur valeur monoconsonantique, ya, ta et na, avec le symbole du soleil, ra, et le symbole, le déterminant du dieu. Donc on a un déterminant soleil, un déterminant dieu, donc c'est le dieu soleil, mais on ne prononce pas, c'est le dieu soleil qui s'appelle Aton. Et donc on lit simplement Aton. Dans le cas d'Amon-Ra, on a le trait vertical qui indique qu'il ne faut pas lire comme un déterminant, comme un simple symbole, mais bien qu'il faut prononcer le nom du soleil dans sa valeur de logogramme, Ra, et donc on retrouve la même structure monoconsonantique, Yamana, Yamon, Ra, et avec le symbole, le déterminant du dieu qui lui ne se prononce pas. Donc on voit bien l'usage ici qui est fait du trait vertical. Et pour ce qui est du pseudalphabet, donc on en voit l'usage à l'époque hellénistique, donc comment transcrire le nom de Cléopâtre, avec les monoconsonnes utilisées uniquement pour leur valeur alphabétique, Ka, La, Ya, Wa, Pa, A, Da, Ra, et la marque Ta du féminin, le petit symbole du pain, qui n'est pas nécessairement prononcé, mais qui transcrit le féminin du alpha de Cléopâtre grec. Et donc, à l'époque hellénistique, justement, on a un usage particulier sur cette même pierre de Rosette. On a le grec en bas, on a le hiéroglyphique en haut, et au milieu, on a donc ce système démotique qui est une évolution du système hiéroglyphique à travers le hiératique qui était en usage au 2e millénaire et qui s'est transformé donc progressivement et qui a été utilisé uniquement dans sa valeur simplifiée, le démotique. Le hiéroglyphique continue d'être utilisé pour les usages officiels comme sur cette pierre de Rosette. Et l'évolution est donc assez similaire à la modification des pictogrammes originels sumériens dans le système cunéiforme où on ne reconnaît plus les symboles originels. La particularité de l'égyptien, c'est la poursuite d'un usage des hiéroglyphes avec leurs symboles dessinés jusqu'à la fin du système pour les usages officiels, pour les grandes inscriptions, etc. Et donc on a des systèmes parallèles. On a 2 types de systèmes parallèles qui se sont développés de manière complètement indépendante, et cette fois-ci sans contact potentiel, sans inspiration directe, vraiment de manière complètement indépendante, et qui vont reprendre pour l'essentiel les principes qu'on retrouve dans les systèmes logo-syllabiques, suméro-acadiens et égyptiens, mais aussi probablement héblaïtes, etc. Et donc ces 2 systèmes sont le système chinois, le système des sinogrammes, et ce qu'on appelle les glyphes mésoaméricaines, qui sont également donc des pictogrammes. Et tous 2 commencent également comme un système à logogramme, à pictogramme. Dans le cas de l'Égypte, à l'époque de la dynastie Shan, au 2e millénaire avant notre ère, et se complexifie au cours de la dynastie Zhou, et vers 800 avant notre ère. Donc on commence à voir apparaître, comme dans le système suméro-acadien, un système, ou dans le système égyptien, un système à la fois logogrammatique et phonétique, des logosyllabogrammes, très similaire au système sumérien en réalité, qui va accoucher donc au 1er millénaire de notre ère au système logosyllabique japonais, donc adapté exactement comme l'acadien par rapport au sumérien, ici le japonais par rapport au chinois. Dans le cas des glyphes mésoaméricains, on ne sait pas exactement pour quelle valeur de langue étaient utilisés les glyphes au moment où ils sont apparus, dans la région de l'Isthme, dans la région Olmec, entre le Yucatan et le Mexique central. En tout cas, ces glyphes ont continué à être utilisés pour une valeur magique dans l'espace de la Mésoamérique du Nord, le Mexique central. En revanche, dans le Yucatan, ils vont se développer donc avec des valeurs de logogramme, comme vous voyez sur le petit tableau à côté, mais également donc évoluer exactement comme le chinois au début du 1er millénaire avant notre ère. Au début du 1er millénaire de notre ère, le système maya va se développer et s'adapter donc pour une valeur logosyllabique. Alors ici on a l'exemple donc des premiers pictogrammes chinois dans des valeurs pour l'essentiel donc de logogrammes. On a par exemple le cas, donc une très vieille inscription avec l'inscription Zhongguo, le pays du milieu, qui désigne évidemment la Chine. Et comme on le voit, la plupart ou un certain nombre de ces pictogrammes, même dans leur forme primitive de début du 1er millénaire avant notre ère, sont eux-mêmes décomposés de plusieurs pictogrammes. C'est un peu la particularité du chinois, mais qui reprend en fait des choses qu'on a déjà vues dans le système sumérien,
ou dans le système égyptien, où pour préciser des prononciations de pictogrammes, on va avoir un logogramme plus une précision de prononciation, et c'est exactement l'origine d'une bonne partie des idéogrammes chinois de cette première phase. Alors je vous en donne 3 exemples. Ici, donc, ce qu'on appelle les idéophonogrammes, donc des idéogrammes qui sont construits par adjonction de plusieurs pictogrammes originels, de plusieurs logogrammes originels, l'un pour sa valeur de précision phonétique, l'autre pour sa valeur logogrammatique. Donc en l'occurrence, on a un carré qui désigne le territoire, la limite, carré qui est associé à un symbole qui se prononce phonétiquement, un symbole d'un autre logogramme dont la prononciation phonétique est wo, et donc ainsi vous savez que vous avez affaire à wo, le pays. Vous avez donc également l'adjonction du déterminant parole, qui n'est pas prononcé, et de la prononciation phonétique d'un autre mot, qui est homophone, ou, et qui donc désigne moi, mais qui n'est pas utilisé pour sa valeur sémantique, mais pour sa valeur purement phonétique, et donc se prononce you, ça désigne la langue. Donc on a un mot qui désigne la parole, qui se prononce autrement, un mot qui se prononce de manière similaire, wu, mais qui n'a rien à voir, et les deux agencés permettent de construire cet idéogramme qui désigne la langue. Même chose donc pour le déterminant femme, donc déterminant de sens, mais qui ne se prononce pas de cette manière-là, plus un usage phonétique complètement à part, le cheval, ma, et qui ensemble vont permettre de dire l'idéogramme maman. Femme plus cheval pour la prononciation se prononce ma et veut dire maman. Un petit complément est que donc très rapidement les systèmes à monogramme, à idéogramme, à logogramme, y compris donc dans leur construction complexe d'agencement de deux pictogrammes, finalement vont eux-mêmes s'associer, et pour l'essentiel, le chinois médiéval et moderne, héritier de l'époque Han, est un système à double mot, à double syllabe. Donc ce sont des logogrammes qui se prononcent de manière syllabaire, rappelez-vous comme le sumérien, mais qui en général sont agencés l'un avec l'autre. Ainsi, Zhongguo, le pays du milieu, désigne la Chine, et cet exemple vaut pour un très grand nombre de mots en chinois qui en réalité sont donc des bisyllabaires, des adjonctions de deux syllabogrammes, de deux logosyllabogrammes. Et donc le plus intéressant, c'est, comme dans le cas du sumérien vers l'akkadien, l'importation du système chinois au Japon et en Corée, donc les hanja, kanji dans la prononciation japonaise, hanja en coréen, c'est-à-dire les symboles chinois. Et donc ici, dans le cas du voyage de Chihiro, on a donc cette évolution particulière. Donc cet usage, on a un double usage possible. On a la lecture, en japonais, on a ce qu'on appelle la lecture on et la lecture kun. Et donc la lecture on, c'est une lecture de la prononciation japonaise des syllabogrammes chinois. Donc on va prononcer le chinois, mais évidemment avec l'accent japonais, et l'accent japonais figé de la prononciation chinoise de l'époque de l'importation en japonais. Et donc les deux idéogrammes chinois Tian Shun, qui veut dire 1000 recherches, va se prononcer en japonais du haut Moyen-Âge, Sen Jin, c'est la lecture on. Et ils peuvent également se prononcer avec la lecture kun, c'est-à-dire en lisant le sens de l'idéogramme en japonais, dans la langue japonaise. Et là, ce sera 1000 recherches en japonais, se dit Chihiro, et c'est ce qui permet de comprendre comment est-ce que son nom passe, donc le nom de Chihiro, devient Sen. Chihiro, c'était la prononciation kun japonaise, et Sen, c'est ce qu'il reste quand le mot est tout seul, il se lit uniquement dans sa prononciation on, sa prononciation adaptée du chinois. Alors, comme les Akkadiens par rapport aux Sumériens, les Japonais vont également importer les idéogrammes chinois pour leur prononciation syllabique. Ils vont les importer comme des syllabogrammes pour leur usage purement phonétique. Et donc on voit l'apparition des kana au cours donc, du 7e, 8e siècle de notre ère, l'importation d'idéogrammes pour leur valeur purement phonétique, jamais pour leur valeur logogrammatique, pour leur valeur donc de syllabogramme. Et donc l'exemple ici donne, en chinois moderne se lirait Jihu Lu Ke Liang, connaître que la route peut être bonne, ce qui n'est pas utilisé pour son sens évidemment de logogramme, mais utilisé pour son sens phonétique Shi Oji Kara.
On ne les dit donc pas en logogramme kun. En japonais, ça donnerait kore, michi, etc., ce qui n'a pas de sens. Et enfin, le japonais utilise, comme l'akkadien par rapport au sumérien, des déterminants grammaticaux.